Vas-y. Allez. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ça va? C'est assez fort? Nickel. Bonjour à tous. Bienvenue sur le stand Sony. On va commencer ce programme de conférence avec nos ambassadeurs. Alors, on en a déjà fait une ce matin avec Olivier Jobard dans l'espace des grandes rencontres. Je ne sais pas si vous avez pu la suivre. En tout cas, sur le stand, on a le plaisir d'accueillir pour cette première conférence Francis Bompard, notre photographe spécialisé dans le domaine du sport. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc Francis qui nous vient des montagnes, voilà, qui est remonté pour l'occasion. Tu as trouvé de l'essence, tout va bien? Ouais, le train a fonctionné. Le train fonctionne très bien et tu as raison, c'est mieux pour le bilan carbone. Alors on va parler aujourd'hui de photographie en conditions extrêmes et de sport extrême. Parce qu'en fait tu fais des photos de sport d'action et de sport qui se pratiquent dans des conditions extrêmes. Donc toi-même tu t'exposes et tu exposes ton matériel à des conditions de vie un petit peu difficiles parfois. Oui, on peut dire ça. Après, il faut relativiser. On n'est pas non plus au pôle Nord ou dans des conditions qui sont vraiment très très difficiles, mais les conditions climatiques peuvent vraiment jouer sur les photos, sur le matériel. Les conditions dans lesquelles on va sur les pistes de ski, par exemple, moi je suis spécialisé dans la photo de ski. C'est vrai que des fois c'est un petit peu difficile. Les pistes sont très dures, très gelées, il faut arriver à se déplacer dessus. Bon, voilà. Donc des conditions plutôt froides, en l'occurrence. On parlera peut-être à la fin aussi du fait que tu travailles aussi beaucoup sur du safari photo, donc dans des conditions extrêmement chaudes. Donc on va dire que tu es quelqu'un qui n'est pas forcément toujours très tendre avec ton matériel. Voilà, c'est vrai que le matériel, en tant que photographe professionnel, on attend toujours que le matériel réponde à toutes nos attentes. Et après, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut en prendre soin parce qu'il y a des conditions où le matériel ne peut pas répondre complètement, il faut l'aider. Je parle de la pluie, de la neige, de la chaleur, du froid. Il faut, pour les batteries, même si elles tiennent très bien par des températures très froides, il faut quand même les garder près de soi quand on ne s'en sert pas. Enfin, il y a pas mal de précautions à prendre pour aider le matériel justement à fonctionner dans toutes les conditions, qu'elles soient extrêmes ou pas. Et donc, si on commence par le ski, quand on se parle de conditions auxquelles tu t'exposes, c'est un peu ça, c'est le bonhomme de neige. C'est complètement ça. C'est complètement ça, Voilà. donc tu vas être... ça fait combien de temps que tu fais de la photographie de sport de neige? Alors, ça fait un peu plus de 40 ans. J'ai fait mes premières courses en 1981. Et voilà, on a souvent des conditions comme celle-ci. On est obligé, pour tout ce qui est ski de compétition, d'être en place 1 heure avant le départ pour que les gens qui s'occupent de la sécurité sur la piste puissent nous regarder si on est dans des positions qui ne risquent rien. Et à partir de ce moment-là, on reste 1 heure à attendre. Et donc, quand les conditions sont enneigées, c'est 1 heure sous la neige. Donc 1 heure sous la neige. Des fois, vous êtes tous un petit peu regroupés dans des poules de photographes sur des positions bien précises. Voilà, ça c'est surtout sur les plateformes qui sont à l'arrivée, où on est tous très serrés parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde en règle générale. Donc on essaye que tout le monde puisse se tenir là. Mais c'est vrai qu'on est tous très serrés. Et par exemple, il est difficile d'accéder à son sac de matériel, etc. Donc il faut vraiment un peu tout prévoir avant, de façon à ne pas être obligé de bouger parce que qui part perd sa place, quoi, on va dire. Et moi j'ai envie de te dire surtout comment on arrive à être original dans la photo qu'on produit quand on est contraint sur des positions comme ça là, où finalement on se dit tout le monde va avoir la même image en quelque sorte. Alors, tout à fait. Je pense qu'il y a l'œil du photographe va jouer certainement. Il y a des gens qui ne vont pas photographier la même chose que vous. Le matériel va jouer aussi. Le diaphragme à lequel vous allez faire va déterminer le bokeh que vous allez avoir. Il y en a qui vont travailler avec des diaphragmes très fermés qui ne vont pas avoir le même bokeh. D'autres qui vont travailler avec une ouverture maximale de façon à vraiment séparer le sujet de son fond. Après, c'est vrai qu'il est très compliqué d'être original. Après, il y a une des qualités sur ce style de photo, c'est qu'il faut être très très concentré sur ce qu'on fait. Sur l'action elle-même. Parce qu'il peut se passer tout le temps quelque chose. Et il suffit qu'on se déconcentre, qu'on aille regarder sa photo, parce que est-ce que celle-là, elle est bien pour qu'il se passe quelque chose et qu'on le loupe. Alors après, l'autre technique, c'est d'aller sur les pistes elles-mêmes et d'aller sur des positions qui sont le long de la descente. Mais là, il faut être skieur. Voilà, il faut être skieur, il faut savoir un peu skier, il faut pouvoir se déplacer sur de la neige qui est très très
dur et compact parce que sur les pistes de compétition, les skieurs, il y a une soixantaine de skieurs qui vont passer sur le même tracé, donc on essaie d'avoir des pistes qui sont extrêmement dures de façon à ce qu'il n'y ait pas de traces et que ça soit ne marque pas trop. À peu près équivalent du premier jusqu'au 30e, ce qui est rarement le cas. Et donc il faut pouvoir se déplacer sur ces pistes-là. Ouais. Donc aller chercher sa position et des fois même être en haut des pistes. Là, on est dans un moment de concentration avant une descente, ou je ne sais pas si c'est un entraînement ou une descente en l'occurrence, mais être proche, on arrive encore aujourd'hui à être aussi proche que ça des athlètes? Voilà, le ski a cette particularité, c'est que les athlètes vous laissent approcher sans problème. Après, bon, il faut bien sûr prendre quelques précautions, il ne faut pas les gêner dans ce qu'ils font, mais on a une proximité qui est quand même assez grande. Ici, par exemple, sur cette photo, c'est juste avant le départ d'un slalom géant en Autriche à Solden. Et donc c'est Alexis Pinturo qui est le vainqueur de la Coupe du Monde il y a 2 ans. C'est un très très bon skieur français et qui était en train de préparer son matériel, d'enlever les scratchs pour pouvoir partir. Et on peut l'approcher vraiment sans problème. Oui, parce que là on voit tu es quand même au 56 mm, donc tu es très proche. Hein. Tout à fait. Ça les gêne pas dans leur concentration, ils vous acceptent, il faut qu'ils vous connaissent quand même pour être un petit peu dans ce cercle-là. Alors c'est vrai que ça sert de les côtoyer souvent, mais c'est pas le football quoi. Ouais, c'est pas le football. Voilà. C'est pas le football et en même temps on voit qu'aujourd'hui dans le ski pour des raisons de sécurité on travaille avec pas mal de contraintes au niveau sécurité. On voit ici avec tous les filets qu'il y a sur les pistes. Donc quand vous êtes dans les descentes vous êtes relativement loin des descendeurs. Alors on est très loin. Il faut toujours utiliser des téléobjectifs qui sont assez grands. Même si là en fait moi j'ai voulu rendre les filets. Je me suis pas focalisé sur le skieur, je me suis focalisé sur la scène elle-même. Et je suis au 280 mm avec le 200-600. Et on voit que ton 200-600, tu l'as même multiplié. C'est-à-dire que c'est un 200-600 avec un téléconvertisseur. Parce qu'en fait, on est derrière des filets, on est super loin. Vous êtes super loin. Donc aujourd'hui, ça fait partie aussi des choses qui ont évolué, je pense, dans ce que tu as vu de l'évolution de ce sport, de cette distance qui s'est installée entre les descendeurs et les photographes. Moi, quand j'ai commencé il y a longtemps, les pistes étaient un petit peu des champs de patates, quoi. Et la préparation des pistes n'était pas du tout la même, donc la vitesse des skieurs était moindre. Plus ça va, plus les pistes sont préparées, c'est des vrais billards. Donc les skieurs vont vite, le matériel a évolué. Et cette évolution, je dirais comme dans d'autres sports mécaniques, hein, si on peut prendre les sports mécaniques, les règles de sécurité ont évolué avec ce système-là. Et donc maintenant, il y a beaucoup plus de filets, il y a beaucoup plus de matelas pour protéger les photographes. On met des espèces de matelas qu'on appelle des air fence qui sont gonflés, qui sont assez gros et qui protègent les gens en cas de chute. Voilà, la sécurité a pris vraiment une grosse importance. Au début, moi, quand j'ai commencé, il y a des bottes de paille, des barrières en noisetier. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on peut trouver maintenant. Pour la sécurité des photographes et des descendeurs, évidemment, puisqu'ils vont aussi de plus en plus vite. Non, oui. À quelle vitesse Alors, ça descend aujourd'hui? Les vitesses maximales, c'est souvent entre 130 et 150 km/h, vraiment le maximum. Mais la plupart du temps, ils sont au-dessus de 100 km/h. Oui. Alors dans les photos que tu fais, tu as une agence photographique qui s'appelle l'agence Zoom. Donc tu travailles pour la presse sportive notamment. Tu travailles aussi pour des équipementiers, pour l'équipe de France. Enfin, ce sont à qui tu livres des images aujourd'hui? Alors en fait, au début, on avait un pourcentage de photos qui marchait dans la presse qui était très important quand on a commencé. Parce qu'il y avait encore beaucoup d'argent dans la presse, ce qui n'est plus le cas maintenant. J'en vois un qui sourit. Voilà. Et donc, en fait, on est obligé d'orienter nos prises de vue et de travailler avec l'industrie pour pouvoir continuer à financer le déplacement. On a 6 photographes qui travaillent avec nous, qui se déplacent sur les circuits masculins, féminins, les circuits de saut à ski, de ski de fond, de biathlon, etc. Et donc, pour pouvoir payer la production des images, on est obligé de travailler avec l'industrie, avec les fédérations. Et c'est vrai que la presse a vraiment complètement diminué dans ce qu'on peut Parce que quand on parle des images de ski, on pense évidemment aux images un petit peu emblématiques de descendeurs en train de franchir des portes sur un slalom. On ne pense pas forcément à ce type d'image qui est plus dans une approche un peu plus créative, un peu plus... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la place pour cette production-là dans ce que tu livres à tes clients en fait? Alors dans la presse magazine, nous on a un contrat avec un magazine de ski qui est un des derniers magazines de ski de compétition en France. Et ils sont très très friands de ce genre d'image. En fait, parce que voilà, ça c'est plus l'image qu'on a de l'image de sport, de ski, c'est le descendeur en action. Ouais.
sur des passages de porte. Tout à fait. Mais ça aussi, ça a énormément évolué. Au début, on nous demandait que ça, même cadré beaucoup plus serré. C'était le skieur en lui-même avec les skis, etc. Il n'y avait rien d'autre qui intéressait. Après, on nous a demandé beaucoup de photos, ce que les gens appellent un peu, on va dire le derrière, quoi. C'est ce qui se passe au départ, les choses comme ça. Et puis aussi des choses sur la vie des athlètes, un peu plus people, de savoir ce qu'ils font, comment ils vivent, etc. Et donc ça, c'est bien ce dont tu parles, c'est cet angle magazine plutôt que news. Ouais, sauf que tout ce qui est vie des athlètes, tout ce qui est approche vraiment, on va dire, intime, maintenant, c'est les athlètes qui font les photos eux-mêmes pour les mettre sur les réseaux sociaux, ce qui fait que nous, on intervient vraiment très très peu maintenant dans ce genre de photos. Ça nous cantonne dans ce qui se passe sur ce qu'on appelle le field of play, c'est-à-dire sur le terrain de jeu. Mais tout ce qui est en dehors, ça devient de plus en plus compliqué parce que les gars font des selfies, se prennent en photo entre eux, ils publient ça sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok. Ils ne peuvent pas se prendre en selfie en pleine descente non plus. Alors que voilà, là, il nous reste encore un petit peu de savoir-faire. Et donc, qu'est-ce que tu recherches, toi, dans ces images d'action, dans ces images de sport, au moment où voilà, ça se passe, où la course a lieu? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu cherches à produire comme image dans ces conditions-là? Alors moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut que la photo qu'on fait, il faut qu'elle raconte une histoire. Donc, il faut qu'elle raconte quelque chose. Il faut qu'on ressente, là, par exemple, sur celle-là, la difficulté de la piste, le froid, l'ambiance avec cet éclairage en contre-jour. La lumière est tellement importante dans toutes les images qu'il faut essayer de jouer avec de façon à donner le plus de volume possible à nos images. Et puis, parce que la neige blanche, finalement, c'est relativement difficile. Enfin, il n'y a pas de relief, c'est quelque chose qui... Le pire pour les photographes de ski, c'est le jour blanc, quoi. Ouais. Parce que là, on va rester que sur l'action de la personne. Et c'est vrai que le jour blanc, c'est... il n'y a pas de relief, il y a que l'action qui va pouvoir raconter quelque chose. Alors que là, on sent la pente, on sent la difficulté, il y a les ombres qui sont en travers, voilà, ça donne une autre idée de la photo, quoi. Et donc toi, c'est ces attitudes-là qui t'intéressent, celles où voilà, le skieur est en pleine action, où il est en flexion complète sur un passage de porte. C'est là où tu as les expressions les plus frappantes au niveau de visuellement. Je pense qu'il faut rendre la difficulté du sport. Il faut que dans l'action, on rende la difficulté du sport. Techniquement parlant, pour ces gars-là, c'est pas très difficile ça. Ils en font des... Par contre, le fait que la neige gicle comme ça, c'est ce qui va rendre la photo intéressante. Si on la recadre justement, simplement sur la personne, ça reste assez basique et je dirais qu'il y a beaucoup de photographes qui sont capables de faire ça. Je dis pas que là, il n'y a pas de photographes qui sont capables de le faire, mais quand tu le vois, c'est bien de le prendre, quoi. C'est d'avoir cette gerbe de neige qui donne toute l'ampleur de l'action qui est en train de se dérouler, de la vitesse surtout qu'il arrive à atteindre. Voilà, ça c'est très très classique, quoi. Mais alors, moi j'ai été surpris en voyant cette image-là parce qu'on a vraiment l'impression que tu es au ras du sol. On est au ras du sol. En fait, la pente permet qu'on soit vraiment en dessous. Après, l'utilisation du téléobjectif, là, c'est un 600 mm. Ça nous permet de nous rapprocher complètement du sujet et justement d'avoir des angles qui ne sont pas ceux qu'on peut trouver normalement. Et donc, toi, ce qui est assez frappant, là, c'est le passage de porte au moment où l'épaule touche la porte, où il y a cette porte qui est en flexion aussi. C'est ça que tu recherches dans l'image du sportif qui peut-être sera le vainqueur de la course. C'est celle-là qu'il faudra ressortir en priorité. Voilà, oui, c'est ça. Et moi, j'ai plus de mérite maintenant parce que avant, quand j'ai commencé, on appuyait une fois, il fallait que la photo soit bonne. Maintenant, j'ai un Alpha 1 qui fait 30 images secondes. C'est justement, si je rate ça, c'est que je suis pas bon, quoi. C'est-à-dire, mais tu utilises les 30 images secondes, complètement, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, l'habitude ne te permet pas malgré tout d'avoir ce moment-là précisément à chaque fois. L'habitude, si, je peux l'avoir, mais pas tout le temps. Là, j'ai un ticket, un gage de sécurité, quoi. C'est-à-dire que j'ai plus à m'en faire pour justement ce moment-là. Autre difficulté technique sur ces passages de porte, c'est quand ils passent derrière la porte. C'est-à-dire qu'il faut que l'autofocus reste sur le sujet qui est en train de descendre. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le skieur, c'est pas la porte. Oui, tout à fait. Alors, justement, sur ces boîtiers Sony... Je sais que les réglages d'autofocus sont des questions qui reviennent souvent de la part des utilisateurs. Donc, je pense que ce serait intéressant que tu nous livres quelques clés de compréhension. Alors, il y a deux choses à mettre en corrélation. Il y a la sensibilité de l'autofocus et après, la façon dont on sert du collimateur. Sur les boîtiers Sony, vous pouvez régler donc l'intensité de l'autofocus, c'est-à-dire le mettre très très réactif.
Ce qui fait que sur une photo comme ça, si je le mettrais réactif, il va me faire le point sur les piquets et le skieur sera sur flou. le premier plan. Voilà, il va réagir tout de suite. Donc il faut diminuer un peu la réactivité. Par contre, il y a un système qui s'appelle le suivi. Et donc votre collimateur, voilà, votre collimateur va se fixer sur la personne qui est en train de descendre et qui va la suivre. Et donc c'est pareil. Tant qu'on ne relâche pas la pression à mi-course sur déclencheur, voilà. Il suit le sujet qu'on lui a donné au départ, qu'on a désigné au départ avec le collimateur. Ça, mélangé au fait qu'on ait 30 images secondes, au fait qu'il n'y ait pas de blackout sur votre appareil puisque vous voyez tout le temps le sujet. Donc sur un Alpha 9 et un Alpha One en l'occurrence. Tout à fait, ouais. Voilà. Vous pouvez suivre le sujet et donc on arrive à avoir des photos qui sont justement différentes grâce à ça. D'accord, donc voilà, des images assez spectaculaires. Alors évidemment, dans ces actions, des fois, il y a aussi des chutes. Des fois, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour le sportif. Est-ce que c'est des images qui restent, ça? Est-ce que c'est des images que les sportifs ont besoin de revoir, par exemple, pour analyser leurs erreurs? Alors, je pense que quand le sportif se fait mal, il n'a pas envie de revoir l'image, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, celui-là, il s'en est sorti sans aucun problème. L'image est un tout petit peu spectaculaire parce qu'il perd un peu le contrôle, mais il le récupère après. Et c'est vrai que c'est... voilà, on va tout le temps te demander la photo de la chute. Si jamais tu es placé à l'endroit où elle s'est produite, on va tout le temps te la demander. C'est ce qui va passer si jamais tu travailles. Moi, je travaille avec Getty, qui est une grosse agence de sport. Ils nous demandent toujours la photo la plus spectaculaire. Donc, s'il y a la chute à cet endroit-là, bien entendu, on va te la demander. Après, si le skieur se fait mal, il n'aimera pas la regarder, ça c'est sûr. Mais alors comment ça se passe? Parce qu'on a vu tout à l'heure la meilleure position, et ça je pense que c'est des images que tu as faites au bord de la piste. Oui. Est-ce que tu transmets tes images immédiatement? Tout à fait. Et comment ça se passe pour les transmettre? Alors moi je connecte mon appareil photo à ce qu'on appelle un MiFi, c'est un espèce de petit galet qui est relié à la 4G ou à la 5G s'il y en a. Ensuite j'ai programmé l'endroit où je voulais l'envoyer, donc un FTP. Ensuite nous on a un éditeur qui récupère les photos, qui les légende et qui les met sur le fil. Donc ça veut dire que 5 minutes maximum, hein, vraiment maximum, après que la photo a été réalisée, si la liaison est bonne, on a envoyé la photo, l'éditeur l'a légendée et elle est sur notre fil sur Internet. Les clients peuvent venir la télécharger. Alors on parlait tout à l'heure de la distance à laquelle tu travaillais des sujets. Là on voit que tu es sur un 200-600 qui était multiplié par 2 fois et que tu es donc au 1200 mm. Alors au-delà de la prouesse technique de réussir à faire une photo nette avec une si grande distance sur un sujet qui gicle là, hein, c'est un passage de boss, donc tu le vois à peine arriver quoi. Alors, c'est du baltrap. Cette série-là était vraiment... j'avais trouvé un endroit beaucoup plus haut qui s'est avéré pas bon. Donc j'étais en dehors de la piste. Donc je suis descendu. J'ai vu le passage de 2 ou 3 coureurs là-dessus et je me suis dit, j'essaye, j'étais très très loin. J'ai mis le doubleur, j'ai mis le 200-600, je me suis dit, il faut essayer, de toute façon on verra bien. Les skieurs arrivaient à l'aveugle, c'était très très compliqué de les cadrer, surtout que la photo est pas recadrée là. Alors, comment tu fais? Tu fais ça à l'oreille? À la montre. À la montre. Parce qu'en fait, chaque skieur passe avec un certain temps. Il y a 1 minute 30 ou 2 minutes entre chaque skieur. Donc on regarde, on en loupe peut-être un pour regarder l'intervalle. Et ensuite, après, à la montre, on se prépare 15 secondes avant le temps auquel il doit passer. On se met l'œil dans le viseur et on attend. Et parce qu'à 1200 mm, la fenêtre, elle est super étroite. Comment tu sais qu'il va passer dans ce cadre-là? Parce que, alors l'expérience, avec 40 ans de Coupe du Monde, j'arrive à voir l'idée de la façon dont ça risque de se passer. Ceci dit, sur ce saut-là, c'était très très aléatoire, mais bon, voilà, la photo est là. Et après, voilà, il faut jouer sur plein de choses. Il y a de la chance, il y a le mélange d'expérience, le matériel qui 30 images secondes, ça compte énormément. Que le manque de chance, c'est une faute professionnelle. C'est ce qui se dit dans les festivals. Ouais. Ouais. On voit aussi qu'au-delà du fait de pouvoir multiplier les optiques, on voit qu'avec un 200-600 multiplié par 2, on arrive encore à avoir une superbe qualité d'image. Tu te sers aussi, parce que tu disais que tu utilisais beaucoup un Alpha One, tu te sers aussi du crop APS-C. Voilà. C'est-à-dire que l'Alpha One a un capteur de 50 millions de pixels et tu peux programmer une touche pour que instantanément, hop, ça resserre le cadre et ça multiplie la focale par 1,5. Voilà, ça, tu t'en sers beaucoup? Oui, je m'en sers. Là, par exemple, j'ai le 600 mm qui ouvre à 4 et là, en fait, ça me fait un 800 mm à 4. Je transmets mes photos tout de suite
Donc je n'ai pas le temps souvent de les recadrer, de regarder. Et donc en fait, sur certaines conditions, ce truc-là est intéressant. Après, là, je m'en sers sur un entraînement. Cette photo-là est prise pendant un entraînement. Avant toutes les descentes, les skieurs essayent dans des conditions de course avec des intervalles de la même façon. Ils essayent de tester la piste et donc voilà. Donc voilà, donc tu as quand même aussi la possibilité de repérer un petit peu comment ça va se passer avant de savoir. Sur les descentes seulement. Après, mais avec ce crop APS-C, finalement, tu n'es jamais battu parce que tu peux toujours augmenter ta focale. Voilà, et puis j'ai la définition d'un Alpha 9 avec le fichier. C'est exactement si je faisais. Pro-P, oui, voilà, c'est exactement si je faisais. Ouais, c'est quasiment si je faisais une photo avec un Alpha 9. Alors on voit que tu utilises aussi beaucoup ce 600 mm, même pour cadrer du lointain et pour inclure de la scène, parce que c'est toujours important dans une photo de sport aussi de savoir où ça se passe et qu'est-ce qu'il y a autour. C'est pas que les skieurs non plus. Oui, tout à fait. Et là, sur cette photo-là, c'était encore important au niveau de la presse, parce que on a eu toute une saison de course où il n'y avait aucun spectateur à cause du Covid. Et c'était la reprise avec les spectateurs, donc il était important de montrer aussi qu'il y avait du public. C'est pour ça que j'ai fait la photo de dos où on voit le public derrière, qui est très flou, mais qui est présent. Ouais, j'ai des très bons souvenirs de photos de bord de piste avec monsieur qui est dans le public, avec Stéphane à Wengen, où il y avait eu il y avait même des fois il y avait eu la patrouille suisse qui était passée sur la descente. Donc il y a toujours aussi des choses à photographier en dehors du sport lui-même. Et puis à Wengen, il y a 30-40 000 spectateurs, c'est énorme. Ouais, et puis il y a de l'ambiance. Hein. Oui, c'est énorme. C'est quoi les prochaines compétitions où on peut aller, faire des photos de ski comme ça en France? Alors en France, il y a le Critérium de la Première Neige début décembre à Val d'Isère. Et ensuite, on va avoir les championnats du monde qui vont se dérouler à Courchevel du 6 au 19 février. Et où tu seras, toi, alors, moi, je vais... photo officer, c'est-à-dire voilà, photo manager, tu vas encadrer tous les photographes qui couvriront l'événement, c'est voilà, ça? Je vais m'occuper de Stéphane pour lui trouver des endroits où il pourra faire ses photos. Et oui, je vais m'occuper de la centaine de photographes qui seront sur place pour leur faciliter le travail, trouver des emplacements où il y a de la sécurité, qui puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Mais dans ces cas-là, tu ne fais pas de photos? Pas du tout. D'accord, tu es là pour encadrer les photographes. Voilà. La vitesse d'obturation sur du ski, j'imagine que tu parlais tout à l'heure d'une vitesse de 150 km/h sur des descendeurs. C'est quoi la vitesse idéale pour figer le mouvement? Je dirais au-dessus du millième, ça c'est sûr, et plutôt vers le 2 millième. Ouais. Moi j'ai trouvé depuis que je suis passé en numérique que la vitesse d'obturation il fallait quand même un peu l'augmenter par rapport à ce qu'on faisait en argentique. Et donc, aussi parce qu'on a plus de précision peut-être dans le rendu d'image, plus de finesse, et que du coup on voit plus aussi tout ce qui autrefois passait dans l'épaisseur du grain d'argent, quoi. Quand on regarde ce qu'on faisait en argentique, par exemple dans ces conditions-là, c'était impossible de faire de la photo en argentique quasiment, quoi. Ouais. C'était très très compliqué. Ou alors on avait du grain comme ça et voilà, quoi. Et donc c'est vrai que la définition du numérique, elle est exceptionnelle. On arrive même au-dessus de la définition des mires, quoi. Donc. Alors sur ces photos-là, sur des photos comme celle-là où tu es sur un passage de bosse au grand angle, en fait c'est quoi? C'est toi qui es derrière l'appareil ou c'est des boîtiers que tu télécommandes et que tu déclenches à distance? Alors là c'est une télécommande. C'est-à-dire qu'en fait moi je fais une photo qui est beaucoup plus serrée en essayant de filer la personne qui saute. Donc exposé sur la personne, pas noir comme ça. Et sur la télécommande, j'essaie qui déclenche en même temps que ce que j'appuie sur mon boîtier quand moi je fais la photo du skieur. D'accord, et tu utilises quoi pour synchroniser les deux? J'ai des Pocket Wizard qui sont branchés. Donc tu mets ça sur la grille flash de ton boîtier télécommandé et ça le déclenche automatiquement. Voilà, tout à fait. Donc en fait, tu es un photographe et tu fais deux clichés. C'est assez magique. Donc tu parlais de ce type de photo-là que tu fais toi à la main. Tout à fait, parce que là, il faut suivre le sujet, évidemment. Là, après, on est sur le système des vitesses lentes. Il faut faire un filet. C'est-à-dire qu'il faut essayer de rendre la vitesse du skieur. Le gros intérêt, justement, dans la photo de sport, c'est de donner la vraie impression de ce qui se passe. Et quand vous le regardez à l'œil nu, c'est exactement ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le paysage défiler et on voit la personne qui est nette. On donne l'impression de vitesse et donc il faut se servir de vitesse lente. C'est pas lente, les photos les plus. On est au 60e de seconde quand même, voilà. Hein, mais ça va vite. Oui, parce que ça va vite, quoi. Ouais. Après, la vitesse, elle dépend aussi du fait de la distance à laquelle on est du sujet. C'est-à-dire plus on va être près, plus il va falloir une vitesse importante. Donc là, on voit que tu es au 100 mm. Voilà. Donc il y a un bon ratio. Donc tu t'en gaspilles beaucoup des images pour en avoir une bonne comme ça? Oui. Ouais.
Je pense sur une rafale, si on en a une de nette, on est super content. Mais alors, tu me parlais une fois d'un système que tu utilises sur ton boîtier aussi à travers la personnalisation des touches. Tu peux basculer instantanément d'une vitesse très rapide à une vitesse plus lente pour pouvoir enchaîner une photo figée avec une belle gerbe de neige, par exemple, sur le passage de la porte, et tout de suite après faire un filet quand le skieur passe devant toi. Voilà. Alors en fait, si par exemple le skieur arrive face à moi et que je veux faire une photo avec une vitesse élevée, je programme cette vitesse élevée sur un bouton programmable. C'est-à-dire je programme 2 millièmes à 4 par exemple. Je fais ma photo et ensuite quand je lâche ce bouton préprogrammé, je peux déclencher avec justement la vitesse lente pour suivre le skieur. Ça me permet de faire aussi 2 clichés avec un seul boîtier. D'enchaîner 2 clichés très différents sur une séquence qui se passe très très vite. En fait. Avec le même boîtier. Avec le même boîtier. Donc il y a des petites techniques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de subtilités. On nous dit souvent vos menus sont compliqués, ils ne sont pas compliqués, ils sont riches. Et vous avez une vraie richesse de fonctionnalités qui peut vous permettre de trouver, vous, le bon usage que vous en ferez dans le cadre de vos prises de vue. En fait, quand on acquiert un boîtier, moi je pense qu'il y a un vrai effort. Il faut se mettre dedans pour comprendre comment il fonctionne et pour pouvoir... voilà. Donc il y a un truc en anglais, ça s'appelle Read the fucking manual. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le manuel et puis le lire un petit peu parce qu'on va acquérir des trucs techniques qui vont devenir des automatismes et qui vont vous permettre de libérer votre créativité, de ne plus penser à ce que vous avez besoin de faire, de la vitesse, le diaphragme, machin, mais de regarder vraiment avec votre œil et de faire ce que vous avez envie de faire. Et déjà, l'hybride change pas mal les choses de ce point de vue-là. Le fait, par exemple, quand tu te fais des photos en noir et blanc, de pouvoir voir directement dans ton viseur ton image en noir et blanc. Alors, je vais pas être sympa parce que celle-là, en fait, je l'ai retouchée derrière. Okay. Souvent, je ne fais pas en noir et blanc. Prenez un exemple. Mais le fait de voir exactement ce que tu fais, moi, je travaille comme ça. Je me mets en manuel. Je choisis ma vitesse, je choisis mon diaph. Et ensuite, je choisis une plage ISO que je mets en ISO auto. C'est-à-dire que je veux aller de 100 ASA jusqu'à 800 ASA, par exemple. Je choisis cette plage. Et après, il y a une molette sur le côté de compensation d'exposition qui me permet, tout en restant l'œil dans le viseur et en voyant exactement ce que je compense et ce que je fais, c'est le gros avantage de l'hybride, de pouvoir modifier et justement d'avoir la bonne exposition. Et après, pas passer 4 heures sur l'ordinateur pour pouvoir ressortir les blancs, les noirs, etc. Alors on a parlé de ski, on va parler aussi un peu de rugby. Tu es sur une terre de rugby, c'est vrai que tu suis pas mal l'équipe de Grenoble, je crois. Et donc voilà, tu es aussi au bord des terrains de rugby. Alors là, c'était dans une période encore récente, mais pas de spectateurs. Sans spectateurs, donc dans des conditions un petit peu spécifiques. Tu parlais tout à l'heure de cette importance de la rafale. Et effectivement, c'est vrai que sur des séquences où les choses vont vite, où on n'a pas le temps de réfléchir au bon moment pour déclencher, où on veut pouvoir avoir peut-être le choix de plusieurs attitudes, c'est une vraie aide pour toi ? Là, parce qu'on est presque sur du cinéma, quoi. On pourrait dire c'est complètement. On est même plus rapide que les 25 images secondes. On fait pas des photogrammes. Tout à fait. On est plus rapide que les 20. Là, c'est 30 images secondes. On est plus rapide que les 25 images secondes. On est sur chaque photo nette, mais impressionnant, et on loupe pas un instant, quoi. Et on peut avoir du coup la tentative de plaquage et l'essai qui vient derrière et choisir exactement le moment où il écrase le ballon au sol. Pas avant, pas après, voilà. Donc c'est ça l'intérêt de la rafale, c'est ça. Ouais. Mais comment tu fais pour aller vite quand tu dois sélectionner ton image pour savoir laquelle tu envoies ? Alors pour moi c'est super simple et je n'élimine pas les photos que je veux pas, je choisis celles que je veux. Et ça va 10 fois plus vite. C'est-à-dire qu'il y a un système qui te permet de taguer l'image et de dire voilà, c'est celle-là, j'appuie sur un bouton, paf, c'est celle-là qui part. Voilà. Et je fais pareil quand je mets mes photos sur ordinateur. C'est-à-dire que je ne choisis pas les photos que je veux pas. Ah non, celle-là, je la prends. Non, je choisis celle que je veux. Et ça va 10 fois plus vite pour trier des cartes qui sont énormes. Hein, parce que quand on fait 30 images secondes pendant tout un match, on a presque 3 ou 4 000 photos à trier. Mais ça va très très vite. Et on voit qu'avec l'Alpha One, là, tu es monté à 6400 ISO. Ça va, ça se passe bien, la montée en ISO Vous pouvez regarder, moi je trouve que c'est pas bruité, que c'est tout à fait bien. Ça permet surtout sur des photos comme ça d'avoir une vitesse d'obturation qui est quand même assez importante. Ouais, le millième de seconde parce qu'on est sur de l'éclairage artificiel. Voilà. Comment ça se passe avec l'éclairage artificiel ? On entend parler de fois de problèmes de rolling shutter qui font des... Rolling shutter, moi j'en ai pas eu. Par contre l'anti-flickering, je m'en sers puisque ça permet d'avoir
d'éviter ces changements de fréquence de l'éclairage et donc d'avoir une qualité de photo qui est tout le temps Qui est égale. constante, à la fois en termes d'exposition, de balance des blancs et sans déformation. Exactement. Et sachant que l'Alpha 1 et l'Alpha 9 sont des boîtiers qui ont aussi des capteurs empilés, qui ont des capteurs qui sont capables de gérer parfaitement cette photo d'action sans déformation ou sans interférence. Alors voilà, l'idée c'est toujours d'aller chercher ces attitudes assez spectaculaires dans le jeu. C'est quoi les meilleures positions au rugby autour du terrain pour avoir ces meilleurs angles, on va dire, quels sont les meilleurs angles à trouver pour la photo de rugby? C'est très très aléatoire. Ça se passe un peu partout. Encore le problème, c'est qu'on se met à côté de la cage, ça va toujours rentrer par là. Là, la chance se joue aussi, c'est-à-dire que vous vous mettez sur le terrain à droite et toutes les actions de la première mi-temps, elles se passent à gauche, par exemple. C'est aléatoire. Après, on se sert du télé pour pouvoir rapprocher, bien entendu. Et puis après, il faut avoir la chance que l'action se passe relativement près de toi, que tu puisses faire la photo, que voilà. Enfin. Parce que tu as la possibilité de te déplacer pendant le match pour trouver... Alors ça dépend des endroits. À Grenoble, on peut se déplacer derrière et sur les côtés jusqu'aux 22 mètres. Après, il y a d'autres stades où on est fixe et on ne peut pas bouger. Après, ça dépend aussi du type d'accréditation que vous avez. Sur les gros événements, il y a des poules qui se font avec des photographes qui ont plus d'accès que d'autres. Mais alors justement, pour des jeunes photographes qui voudraient aller photographier des compétitions sportives, comment ils font pour avoir leur premier sésame? Comment il faut s'y prendre pour peut-être débuter une carrière dans la photo de sport? C'est quoi le premier accès qu'on peut avoir aujourd'hui le plus facilement possible? Des relations. Ouais. Non, c'est très très compliqué. Est-ce qu'il y a des pour accéder au stade, il faut une carte de presse. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus ouverts que d'autres du coup? Alors, par contre, si les personnes veulent aller faire du rugby en fédéral 1, dans les divisions inférieures, en règle générale, il y a zéro problème pour aller faire des photos. Et les photos peuvent être aussi très bonnes. Ça peut être un bon moyen d'accéder à ça. Après, pour passer en Pro D2 au top 14, c'est très compliqué. Pour le ski, pour passer à la Coupe du Monde, c'est très compliqué aussi. Parce que, voilà, on peut pas... Enfin, en tant que photomanager, on ne peut pas accréditer tout le monde. On a besoin d'être sûr des gens qu'on accrédite qui vont accéder à la piste de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, toujours pour ces histoires de sécurité. Voilà, je dirais, pour un jeune qui veut commencer la photo de sport, je pense que c'est un gros challenge. Et alors sur des matchs comme ceux-là, donc c'est la première division en rugby, on va dire. Donc la Pro D2, c'est juste en dessous du top 14. Voilà. C'est-à-dire Grenoble était en top 14 quand j'ai commencé à travailler avec eux. Et malheureusement, ils sont descendus en Pro D2. Il y a combien de photographes typiquement sur un match comme celui-là? Je pense sur un match de top 14, il y en a une petite dizaine, voire une quinzaine quand c'est des gros matchs avec des grosses équipes. Sur de la Pro D2, on est une petite dizaine, pas plus. D'accord, donc il y a plus de facilité peut-être. Il ne faut pas vouloir commencer tout de suite par le top 14, il faut peut-être commencer par des... Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un syndic de presse qui va déterminer si l'accréditation elle est valable ou pas. Si vous êtes recommandé, si vous allez avec un ami qui est photographe, et c'est là où je pense que les relations sont importantes pour un jeune qui va commencer, on peut amener des gens. Moi, j'amène souvent à Grenoble 2 ou 3 jeunes photographes qui veulent essayer, qui veulent travailler avec nous. Il faut déjà qu'on les teste et puis il faut surtout qu'on les forme. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Pro D2, en top 14, à mon avis, c'est impossible. Alors on voit que tu n'hésites pas à monter en sensibilité aussi, parce que des fois les éclairages ne sont pas très puissants dans les stades. Là, tu es à 10 000 ISO. C'est quoi la limite que tu te fixes, toi, en termes de sensibilité? Voilà, 10 000, 12 800, vraiment maximum, quoi. Quand l'éclairage est vraiment difficile. Après, il faut quand même essayer de rester sur... Après, l'exposition qu'on va donner à la photo, elle est très importante. C'est-à-dire, si vous faites du 12 800 ISO et que vous êtes sous ex, la photo, elle ne sera pas bonne. Il y aura du grain, ça va monter. Voilà. Il faut légèrement surexposer pour permettre au photosite de respirer un petit peu. De croquer un peu de photons, ouais. Voilà, exactement. Et puis voilà, cette photo, elle est exposée juste comme ça, mais c'est vrai que il faut... Enfin, contrairement à de la photo en extérieur, on peut rattraper facilement une photo qui est sous ex. Une photo qui est sous ex avec des ISO très élevés, on va avoir beaucoup de mal. D'accord, donc c'est surtout faire attention à l'exposition. Ouais. Et des fois, avoir des attitudes aussi un peu rigolotes comme ça, vaut mieux suivre le ballon ou vaut mieux suivre les joueurs finalement? Alors, en fait, dans un match de rugby, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours des trucs qu'on n'attend pas. C'est pareil, il faut être concentré sur le match. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à regarder à droite ou à gauche parce qu'il faut tout le temps être concentré sur ce qui se passe. Et puis, je dirais que, oui,
souvent sur le ballon, quoi. Parce que c'est souvent sur le ballon qu'il se passe quelque chose. Voilà. À part quand il se chicore un petit peu ou quand il y a une petite distribution. Donc là, c'est différent. Mais... Alors tout à l'heure, tu nous disais sur la photo de ski, je te disais, on a l'impression que tu es au ras du sol, mais tu me disais non, je suis derrière une bosse. Mais là, il n'y a pas de bosse sur un terrain de rugby. Et là, en fait, je pose mon boîtier par terre. Ouais. Et en fait, je relève l'écran, puisque l'écran d'Alpha 1 c'est Alpha 1 ou le. Ça, c'est de l'Alpha 1. Ouais. Bon, sur l'Alpha 9, c'est pareil. Donc, je relève l'écran, je mets le boîtier par terre, et ensuite, après, j'ai juste à faire le point et à déclencher, et ça donne cette impression d'être vraiment au ras. Ouais, donc là, c'est sûr que sur les mêlées, quand ils sont baissés, c'est le moyen d'avoir les expressions un petit peu. En France, on est malheureusement pas sur les stades anglais où il y a plein de positions, on a la pelouse au niveau du nez. En France, on est un peu plus haut et donc il faut essayer de tricher un petit peu pour avoir des photos différentes. Voilà, à la mêlée, il se passe toujours quelque chose. Hein, donc là, il faut être dedans. Il faut être plutôt au bord du terrain pour faire ça. Il faut être au bord du terrain et puis il faut surtout avoir la chance qu'il n'y ait personne devant. Le problème du rugby, c'est qu'il y a des joueurs partout. Il y a d'un côté de la mêlée, il y a l'arbitre. Il y a l'arbitre, exactement. Donc là, j'ai la chance d'avoir personne. Et donc au rugby, moi, je me sers du tout petit collimateur. Le petit, le S. Le spot. Ouais, du spot pour pouvoir justement faire le point exactement sur ce qui se passe, quoi. Alors on parlait des conditions extrêmes, c'est sûr que dans le rugby aussi, tu exposes ton matériel à de la pluie. Alors tu utilises des protections particulières sur tes boîtiers? Alors oui, moi j'ai des housses de protection qui prennent totalement l'objectif et le boîtier et je photographie en dessous. Ça permet de protéger de la pluie, même si les boîtiers sont tropicalisés entre guillemets, ils ne sont pas étanches, ce n'est pas des boîtiers pour aller sous l'eau. L'humidité, c'est quand même l'ennemi électronique, donc il faut absolument protéger ces appareils. Moi, je dis toujours, traitez votre boîtier comme vous traitez vous-même. Si vous mettez votre capuche, vous mettez une cape de pluie à votre matériel. Donc voilà, encore quelques belles attitudes. Donc, tu es photographe officiel du club ou comment? Alors, je travaille pour la métropole de Grenoble, c'est différent. Mais le photographe officiel du club, c'est une autre personne. Donc il y a quand même aussi toute cette nuance entre la presse, le photographe du club, les photographes des institutions, etc. Il y a toujours moyen quand même de trouver peut-être dans toutes ces institutions, toutes ces entités qui tournent autour des clubs, une voie pour peut-être aller faire quelques images et pour... Oui, il y a toujours moyen, mais je pense que le truc, c'est surtout c'est comme partout, le réseau est très important, quoi. Je pense que maintenant, partout, le réseau est très important. Il n'y a pas parce qu'on va passer des photos sur Instagram qui sont peut-être très bien ou des photos sur Facebook qui sont peut-être très bien que ça va fonctionner. Il faut s'y consacrer, il faut essayer de connaître les gens, de les rencontrer pour pouvoir justement rentrer dans ce système-là. Au niveau des optiques, donc on dit toujours la focale de sport, c'est le 400 mm ou le 600 mm. Je vois que tu utilises aussi beaucoup le 200-600. C'est très polyvalent, ça permet justement, quand on est loin de l'action, de la rapprocher. Et quand elle se rapproche, d'ouvrir et de pouvoir continuer à photographier sans être obligé de changer d'optique. Alors, je travaille aussi avec le 400-2.8 et un 70-200 qui est sur un autre boîtier. Mais il faut poser le boîtier, reprendre l'autre. Il y a forcément un moment où on va perdre quelque chose. Donc il faut être le plus raccord possible et s'offrir la plus grande latitude de jeu possible. Mais un 200-600, qui est une optique qui est relativement accessible en tout cas, est parfaitement adapté à l'usage même dans des photos, dans des stades de la nuit. La seule limite du 200-600, ça va être l'éclairage pour les photos de nuit parce qu'il ouvre à 6.3. Mais comme on arrive à avoir une montée en ISO qui est quand même très acceptable avec les nouveaux boîtiers, ça pose pas de problème. Et je vois que tu as récemment du coup utilisé le nouveau 70-200 GM2. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 3 mots? Parce que moi, la première chose qui m'a surpris quand je l'ai vu la première fois, c'est quand je l'ai pris en main. Je me suis dit, mais c'est une maquette en fait. Ultra léger. C'est tellement léger. Ultra léger et la qualité optique est incroyable. C'est un vrai rasoir et la légèreté, voilà, c'est... La légèreté, ça facilite quoi à l'usage pour toi? C'est quoi l'importance? Moi je dirais que c'est le boîtier que je me mets autour du cou, on va dire. Je photographie avec l'autre et après quand j'ai besoin de le prendre, le fait qu'il soit léger comme ça, c'est super facile à prendre, à changer, contrairement à un gros télé où c'est complètement différent. Et là on peut se rapprocher facilement de l'action aussi parce que là quand on est au bord du terrain, là, je suis juste à côté de la touche, quoi, hein. Donc, et pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience, je vous invite à aller sur notre pôle optique, le prendre en main. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant en termes de poids. Quand vous avez l'habitude des 70-200 de 8 classiques, quand vous prenez celui-là, vous dites waouh,
c'est une maquette, en fait, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est le vrai. Et il a surtout une motorisation super rapide avec un moteur XD qui va très très vite. Alors sur le rugby aussi, même sur le rugby, on peut se permettre de faire des choses un petit peu décalées et des vitesses lentes, ça marche aussi. Il faut essayer. Il faut essayer. Il y a Je crois beaucoup que plus de Stéphane, il en a déchets. fait une aussi récemment en foot en Ouais. vitesse lente que tu as publié sur tes réseaux. Il y a beaucoup de déchets, mais il faut essayer parce que c'est le seul moyen de sortir de l'ordinaire. Après, sinon, on est beaucoup et on fait les mêmes photos. Donc il faut essayer. Il y a beaucoup de déchets. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué de se placer pour essayer de choisir le joueur que quand on est de face, parce qu'il faut être de profil pour rendre la vitesse. Mais oui, il faut essayer. Parce que ça part un peu. C'est pas linéaire une Non, trajectoire non, de ça part rugbyman. dans tous les sens. Voilà. C'est pas linéaire. Et on termine avec quelques photos de vélo parce que c'est aussi un sport que tu aimes suivre, mais il faut dire que tu es dans une région qui s'y prête bien, les montagnes. Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis pas du tout sur le vélo de compétition. Je travaille pour des fabricants. On a à l'agence des gens qui suivent le Tour de France. Bon, pas autant que Steph, mais pas loin. Et on a des photos de compétition de vélo. Mais moi, je travaille plutôt pour des marques de vélo et de vêtements. Encore une fois, les équipementiers, la photo de sport, c'est pas que la photo qui paraît dans les magazines, c'est aussi toute cette photo technique qui sert à illustrer les revues, les prospectus des fabricants de matériel de vélo, etc. Ben, c'est-à-dire, vu la paupérisation de la presse et le nombre de magazines, enfin en vélo encore, il y a beaucoup de magazines. On arrive peut-être à produire autant de photos avec ce qu'on peut gagner. Mais c'est vrai que pour le ski, par exemple, c'est vrai que c'est très compliqué et on est obligé d'aller vers du commerce, quoi. Et donc tu fais de la photo créative en sport, c'est-à-dire que tu utilises aussi le flash quand tu peux. Tu peux pas toujours, évidemment, sur un descendeur, tu vas pas faire une photo au flash parce que ça peut le gêner dans sa concentration, mais sur du vélo, on peut le faire. Alors en règle générale, sur tout ce qui est compétition officielle, souvent, aux Jeux Olympiques, par exemple, le flash est interdit. On peut même pas l'utiliser, etc. C'est niette. Pour ce qui est de ça, oui, bien sûr. Alors moi, j'ai deux types de flash. Là, je suis à l'intérieur d'une voiture, donc j'utilise le flash Sony, c'est le FM60, je crois. Oui. Voilà. Qui est un flash qui est très puissant, qui permet de faire beaucoup de choses. Le fait d'être dans la voiture, je peux utiliser une vitesse lente parce que je roule à la même vitesse que le cycliste. Et donc, le flash me permet de figer le moment où lui, il peut être net et le reste est flou. Quand je suis au sol, souvent, j'utilise des gros flashs Profoto qui me permettent d'avoir un éclairage plus puissant que ça. J'en mets deux. On peut se mettre plus loin, enfin bon, c'est des choses qui sont différentes parce qu'on ne met pas le flash sur l'appareil photo, on met le flash près de l'action et nous on peut se retirer pour faire des photos télé. Voilà, et avec aussi la lumière naturelle qui est tellement belle des fois dans les montagnes qui permet aussi de trouver aussi ces lumières incroyables qui permettent de faire de jolis contre-jours. Moi j'aime encore, je pense encore mieux celle-là. Voilà. Tu travailles beaucoup tes images en post-production? Alors celle-là elle est travaillée en post-production. Celle-là elle est travaillée quand même, hein, on est d'accord. Mais alors justement sur ce genre de prise de vue, c'est ce qu'on ne se permet pas du tout quand on fait de la presse et quand on fait de l'éditorial, parce qu'il faut que la photo représente ce qui s'est passé. On n'a rien le droit de rajouter, de modifier. Sur cette photo-là, on a retravaillé le ciel, on a travaillé le noir du coureur, on a retravaillé un peu l'éclairage derrière le vélo. Voilà, il y a beaucoup de Photoshop. On peut dire que c'est plus une image qu'une photo, quoi. D'accord, mais quand tu travailles sur tes images de sport, quand tu dois livrer au fur et à mesure, tu travailles que en JPEG ou tu travailles toujours non, moi, je travaille en RAW. RAW plus JPEG? Je RAW plus JPEG, j'envoie les JPEG directement, ensuite j'ai des RAW que je développe. Donc sur les images d'éditorial, c'est les niveaux, la colorimétrie un petit peu, voilà, mais il y a peu de modifications. Par contre sur l'image commerciale, c'est différent, quoi. Évidemment. Alors moi j'ai posé beaucoup de questions, mais je vois qu'on a aussi beaucoup de monde dans le public et vous avez peut-être aussi vous des questions ou des remarques à nous faire ou à proposer à Francis. Je vous tends le micro si vous avez envie de profiter de l'occasion pour poser une question à Francis. Est-ce que nous avons des questions dans le public? Non? On a été complet alors. Bon, et écoutez, je vais pas. Ah si, on a une question. Allez, je descends, je vous tends le micro. Bonjour, donc moi ce qui m'intéresserait, là on a vu beaucoup de photos en extérieur de sport. En intérieur, est-ce qu'il y a des contraintes particulières ou pas? Moi je fais quelques photos là pour mon club de futsal et c'est vrai que
j'ai l'impression que c'est pas les mêmes objets, les mêmes éclairages que ce qu'on va voir là en photo Alors, extérieure. souvent en intérieur, je pense que vous avez des objectifs qui sont plus courts que ce que moi j'utilise. J'utilise beaucoup les gros télés en extérieur. Par contre, le 70-200 est un objectif parfait pour l'intérieur. Et surtout, après, selon l'éclairage que vous avez, si vous avez un éclairage artificiel, il faut voir avec l'anti-flickering. C'est juste un bouton à régler qui est sur votre boîtier. Et ensuite, ça va adapter la vitesse d'obturation aux mégahertz de l'éclairage. Donc en fait, ça va vous donner une constance complète dans ce que vous allez photographier. Vous n'allez pas avoir une photo qui va être un peu plus rose, une autre qui va être un peu plus jaune, etc. Et ça, c'est le truc primordial, je pense, en intérieur. Après, je pense moi, je ne fais pas de photo en intérieur. La puissance de l'éclairage va jouer aussi, donc la montée en ISO, bien entendu. Je pense que la montée en ISO des boîtiers, là, elle est tout à fait correcte. Typiquement 70-200-8 pour être confortable au niveau de la vitesse. Après, on a aussi des focales fixes parce que des fois sur des futsals, dans des gymnases qui ne sont pas forcément des lieux de compétition où il va y avoir de l'éclairage additionnel parce que c'est du show. Quand on a un éclairage existant, on va dire, des fois on a besoin d'encore un petit peu plus de luminosité. Pensez aussi aux focales fixes. On a par exemple dans la gamme Sony un 135-1.8 qui est très très beau en termes de rendu d'image, qui a monsieur Acquies, vous êtes connaisseur, vous avez une très grande ouverture et vous avez surtout une motorisation dedans qui est très rapide. Quand on parlait tout à l'heure du suivi autofocus, on a parlé de la détection autofocus dans le boîtier, mais la vitesse à laquelle la mise au point est actionnée a aussi toute son importance. Et dans le 135, comme dans le 70-200-8 GM2, là, celui dont tu nous parlais tout à l'heure, on a ce moteur XD qui va très 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 vite. Et donc, ce 135, on se dit généralement un 135-1.8, c'est une optique de portrait. En fait, non, ce 135-là, c'est une optique de sport. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent à Roland-Garros. On était en assistance technique à Roland-Garros. On avait des demandes de fou parce que cette optique va très très vite. Et le fait qu'elle ait un très joli bokeh, ça permet de bien détacher le sujet du fond. Que le public derrière soit vraiment des taches de flou colorées qui habillent l'image, mais qui n'éloignent pas du sujet principal qui reste le joueur. Donc le 135-1.8, c'est aussi, ça peut être aussi une option intéressante. Le vélodrome. Le 135 sur du vélodrome, apparemment, ça marche très bien. Bah voilà, vous échangez avec monsieur qui a apparemment déjà testé la solution. Et après, moi, je dirais que il faut essayer de s'adapter aux conditions aussi. Si vous arrivez, que vous n'avez pas, vous avez une focale, un diaph qui ne vous permet pas de monter en vitesse, plutôt que faire une photo de face qui va être très moyenne parce qu'elle sera très bruitée, parce que vous allez monter vraiment en ISO énormément, ou qu'elle soit floue parce que votre vitesse d'obturation n'est pas assez forte, mettez-vous de côté et puis faites défiler. Et puis voilà, il faut s'adapter, il faut essayer de faire autre chose. De la contrainte naît la créativité, c'est ça qu'on dit. Exactement. Voilà. Encore une question devant. Merci. Bonjour, merci déjà pour toutes ces précisions. Alors moi j'ai plus une question par rapport, vous êtes grenoblois et vous faites beaucoup de photos de ski, mais du coup est-ce que donc déjà vous montez, ça vous arrive pour le plaisir de monter très haut dans des pics, dans des sommets? Et si oui, est-ce que vous avez des contraintes? Vous prenez tout votre matos au niveau du poids, quels objets, quelles caméras, Alors, etc. je ne suis pas grenoblois, je suis haut alpin. Mais bon. Mais non. Oui, je fais beaucoup de photos d'animaux. J'utilise pour ces photos le 604 et j'utilise le boîtier de l'Alpha 1 où j'enlève le moteur, enfin le winder, le porte-batterie parce que franchement la poignée, parce que l'autonomie est largement suffisante avec une batterie normale. Ensuite, je n'utilise jamais de pied, très très rarement, parce que justement la légèreté du matériel, la stabilisation de l'objectif et la stabilisation du boîtier permettent de faire beaucoup de photos à main levée. Je fais beaucoup de photos de safari, je fais que de la photo avec un 402.8 à pleine ouverture, avec un boîtier et toujours à main levée. Jamais de monopode. Pour moi, le monopode, ça gêne, on n'est pas réactif. S'il se passe quelque chose, qu'un animal part à droite ou à gauche, le monopode je ne vais pas avoir le cadrage que je veux avoir, etc. Donc j'utilise jamais ça. En ski, j'utilise le monopode sur certaines photos. Par contre, c'est sûr que sur les photos de filet, j'utilise pas le monopode, jamais. C'est une gêne, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, ça bloque le mouvement. Donc toujours le... Oui, on a encore une question? Non, je me semblais bien avoir vu une main se lever.
Bonjour. Est-ce que vous utilisez les filtres polarisants, par exemple? Les filtres, voilà. Alors, très peu. Polarisant ou neutre, c'est vrai, Ou neutre. filtre Alors, gris neutre pour des vitesses lentes sur la neige, non? Voilà, alors j'utilise les filtres polarisants. Non, moi je m'en sers pas. Je trouve que maintenant, avec tout ce que vous avez sur un ordinateur, vous pouvez avoir le même résultat avec des filtres qui sont sur l'ordinateur. Donc, je ne me sers pas de ça. Après, il y a d'autres photographes qui diront que c'est pas vrai, mais personnellement, je m'en sers pas. Par contre, les fils Green Note, oui, parce que je suis sur de la neige avec comment dirais-je, une luminosité qui est très importante. Si je veux descendre en vitesse, faire des photos en 1/8 de seconde par exemple, ce qui peut être intéressant sur certains trucs, je vais arriver en limite et je vais être surexposé. Donc je mets des fils Green Note, un 64 par exemple, qui me permet justement de descendre la vitesse pour pouvoir faire ce style de photo. Tout à fait. En protection, les protections de boîtier, sous protection un filtre d'objectif. UV, un filtre optique. UV, il y a beaucoup de filtres qui servent justement à protéger. Oui, ça de toute façon, c'est. Enfin, ça fait Après, partie faites de la même attention, des fois les protection que la- filtres rajoutent aussi des flares. Ouais. C'est-à-dire nos optiques sont traitées avec des traitements anti-reflets assez performants. Des fois, le fait de rajouter un filtre devant, bah, vous vous privez un petit peu de toute la performance du système anti-reflet qu'on a mis dans nos lentilles à nous. C'est sûr que face au soleil, c'est compliqué. Après, mettre un fil de protection, si jamais vous faites des photos face au soleil, vous l'enlevez. Et sinon, protéger la lentille frontale, c'est quelque chose d'important, bien entendu. C'est pareil que protéger son appareil de la pluie. Voilà. Alors on parlait de photos animalières, tu disais que c'était aussi un peu ta marotte, hein, ton jardin secret, c'est un petit peu l'Afrique. Je dépense l'argent que je gagne l'hiver en allant en Afrique l'été. Voilà. Voilà. Et donc tu as un projet qui te tient beaucoup à cœur, sur lequel je voulais terminer, c'est ce projet éléphantesque. Voilà, ça fait 5 ans que je fais une exposition à Chambéry à but, je ne vais pas dire humanitaire parce que c'est pas pour des hommes, mais à but pour donner de l'argent à des ONG de protection de la nature, pour protéger les éléphants. Et donc nous exposons des photos que nous vendons, on fait un calendrier qu'on vend, et tout l'argent est destiné à une ONG qui s'appelle IFO, qui protège les éléphants en Afrique, au Botswana particulièrement. Voilà. Et donc l'argent que je collecte va directement à ces gens-là. Donc ça sera la 6e année. Sur les 5 dernières années, on a réussi à sortir plus de 26 000 €. Voilà. Bravo. Et donc tu as un parrain de choix cette année? Tout à fait, qui va venir au vernissage et qui va nous aider, puisqu'on fait une vente aussi des photos qui sont exposées, et qui va nous aider à collecter de l'argent pour cette organisation. Bravo. Voilà, c'est aussi l'homme de cœur derrière. Merci pour toutes ces précisions, Francis. Merci à vous vous, invite, merci si vous d'être avez encore venu. des questions, à venir rencontrer Francis au pied du podium pour lui poser vos questions en direct et pour échanger avec lui. Juste quelques petits messages aussi pour la fin, pour vous dire que tout ce qu'on fait avec nos photographes ambassadeurs, on le raconte aussi sur le portail Sony Alpha Universe, donc sony.fr/Alpha Universe. Vous avez plein d'histoires de photographes, de portfolios, de workshops pour apprendre à mieux utiliser vos produits avec des tutoriels. On a fait toute une série de tutoriels auxquels tu as participé d'ailleurs, qu'on va mettre en ligne tout prochainement, qui vont raconter un petit peu ta technique aussi de photographie de sport. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site Alpha Universe pour découvrir toutes ces ressources. On dit tout le temps, mais tu parlais tout à l'heure de ce fameux manuel qu'il fallait lire. On a des manuels vivants aujourd'hui sur Alpha Universe qui vous permettent de mieux maîtriser votre matériel simplement en regardant des tutoriels et des masterclass qui vous en dévoilent un petit peu toutes les astuces. Voilà, un grand merci à toi Francis, merci à vous d'avoir suivi cette conférence, merci à ceux qui l'ont suivi en ligne. On vous fait un petit coucou à travers la caméra, on vous invite à venir nous rejoindre demain à Porte de Versailles pour d'autres conférences. Et puis déjà tout à l'heure à 16h30 avec Michael Peralta pour parler de photos outdoor. Donc on va encore parler de photos dans des conditions extrêmes puisqu'on va parler de photos dans des paradis blancs. Donc toujours dans le froid et la neige. Donc on a décidé de refroidir un petit peu l'atmosphère de cette première journée. Et vous allez voir, c'est passionnant. Et vous allez encore voir de bien belles images. Donc tout à l'heure si vous êtes encore sur place. Et puis sinon, bonne fin de journée à tous. Et bonne fin de visite du Salon de la Photo.